Rieccomi per ringraziare la signora talentuosissima, esperta di arpa classica, ma anche di arpa celtica, da quanto ho letto. Complimenti. E salutare le personalità giunte nel frattempo. L'onorevole Ignazio Cassis, accompagnato da Anna Fazioli, la signora onorevole consigliera nazionale Kati Ricklin, la signora Grete Haller, consigliera nazionale emerita e già presidente anche del Consiglio nazionale. Benvenuti. Con noi avevamo già Renzo Ambrosetti e Mauro Dell'Ambrogio che animeranno fra poco il dibattito principale del nostro pomeriggio. A questo punto ho il gradito compito di accogliere l'autore della nostra conferenza magistrale, l'abbiamo definita così, René Schwok, che immagino sia una personalità ben nota a gran parte di voi o comunque a tutti quanti studenti e studenti maturi o comunque persone interessate a tutto quel che pertiene alla Svizzera e all'Unione Europea. René Schwok non soltanto è docente di politica, di scienze politiche e relazioni internazionali da parecchi anni all'Università di Ginevra, dirige anche il Global Institute per problemi strategici e internazionali. René Schwok ha pubblicato, è un grande conoscitore della problematica delle relazioni Svizzera-Unione Europea, ha pubblicato un libricino che credo sia stato tra le mani della maggior parte degli studenti, non solo di scienze politiche. Il titolo, lo ricorderete, è giunto ormai alla terza edizione, Suisse Union Européenne, l'adhésion impossible, point d'interrogation. L'ultima edizione del 2015, volevamo offrirvela, poi René Schwok mi ha detto ma non è più attuale e quindi ascolteremo da lui quel che manca eventualmente nel libretto, che vi consiglio comunque caldamente di leggere e di consultare quando avete dei dubbi sulla tematica di cui ci siamo occupati oggi. A René Schwok abbiamo affidato un compito non facile, gli abbiamo chiesto di essere nel contempo divulgativo, ben sapendo quanto sia difficile penetrare complessi problemi, complesse tematiche come quella di oggi, e nel contempo affidabile e scientifico, quindi una sfida non facile. Ho l'impressione che ci sia riuscito, ho visto in anteprima le sue slide e ho il piacere di dargli la parola. Bonjour, excusez-moi de parler en français. Le texte sera en italien. Je pense que vous pourrez suivre de cette façon. Monsieur le conseiller fédéral, messieurs et madame les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, monsieur Raté, monsieur Pini, qui est la cheville ouvrière de l'ombre, qui a organisé ce colloque, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je vais vous parler des relations Suisse-Union européenne en 30 minutes. C'est un peu un défi, un challenge pour moi. Et la question donc, que je pose, c'est est-ce que la voie bilatérale actuelle peut continuer ou est-ce qu'on va vers une marginalisation de la Suisse? Est-ce qu'on va vers un bilatéral exit, comme il y a un Brexit? Donc, je vais poser la question, est-ce qu'il est envisageable que dans quelque temps, on se retrouve dans une situation où on aurait encore des relations avec l'Union européenne, mais sans libre circulation des personnes et sans l'accès au marché intérieur que l'on a aujourd'hui? Donc, est-ce qu'on peut imaginer que la position défendue par l'UDC pourrait être l'avenir de la relation entre la Suisse et l'Union européenne? Donc je vais me limiter à cette question, ce sera le fil rouge de ma présentation. Je ne vais pas parler de la question de l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, de l'adhésion de la Suisse à l'espace économique européen. Nous l'avons traité ces dernières années, mais ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est la voie bilatérale actuelle, certes rénovée, ou moins encore d'accord avec l'Union européenne. Alors, la situation actuelle me paraît unique.
pour un certain nombre de raisons. Peut-être que vous allez me trouver un peu dramatique, mais je vais d'abord exposer ces raisons, puis après on verra que je vais les relativiser. Ce qui me paraît unique, c'est que pour la première fois, l'Union européenne a adopté des mesures discriminatoires assez injustes envers la Suisse. Donc je suis les relations Suisse-Union européenne depuis 30 ans. Je n'ai jamais vu l'Union européenne adopter de telles mesures. Donc je fais allusion à ce qu'on appelle l'équivalence boursière et le fait que l'Union européenne n'a accordé qu'une année d'équivalence boursière à la Suisse et que cela sera peut-être ou peut-être pas renouvelé dans les prochaines semaines. On attend une décision peut-être déjà lundi, peut-être un peu plus tard. C'est particulièrement étonnant et injuste parce que des pays comme les États-Unis ont obtenu une équivalence boursière pour plusieurs années de la part de l'Union européenne, alors que les États-Unis ont pris des mesures contre l'Union européenne discriminatoires bien plus dures que tout ce que la Suisse a pu faire ces derniers temps. La seule chose que la Suisse a fait ces derniers temps, c'est de pratiquer la procrastination, d'être lente dans les négociations, mais elle n'a pas violé des accords, elle n'a pas remis en cause des engagements. Alors vous me direz, ce n'est peut-être quand même pas la première fois que l'Union européenne prend des telles mesures. Rappelez-vous, en 2014, suite à l'initiative de l'UDC, article 121A de la Constitution pour limiter l'immigration, l'Union européenne avait aussi pris des mesures qui avaient touché la recherche, Erasmus, etc. Mais pour moi, c'est différent. En 2014, l'Union européenne avait pris des mesures dures contre la Suisse, mais parce que la Suisse ne voulait plus respecter son accord avec l'Union européenne qui prévoyait un élargissement à la Croatie. Et donc, la conseillère fédérale Sommaruga avait dit tant qu'on n'a pas résolu notre problème de loi d'application de l'article 121A, on ne va pas étendre les accords bilatéraux à la Croatie. Et donc là, l'Union européenne avait pris des mesures de représailles contre la recherche. C'était peut-être déjà injuste, mais enfin, il y avait une certaine logique, disons. Puis après, on a accepté d'étendre les accords bilatéraux à la Croatie, et puis les choses se sont remises en place. Là, moi, j'ai jamais vu ça de la part de l'Union européenne. Et on sait que c'est une mesure qui a été prise par l'Union européenne pour faire pression politique sur la Suisse, pour forcer la Suisse à avancer dans les accords, surtout sur le volet institutionnel et maintenant aussi sur les mesures d'accompagnement. Donc là, il y a véritablement une nouveauté qui est évidemment à la mesure de l'Union européenne. Ce n'est pas les États-Unis avec le Canada ou le Mexique. Quand les États-Unis de Trump veulent faire quelque chose avec le Mexique et le Canada, c'est autre chose, vous vous en souvenez, mais c'est quand même pas banal. Voilà. Deuxième chose qui me paraît pas banale, qui me paraît unique, c'est que c'est la première fois qu'on a une opposition aussi forte de la part des socialistes et au parti du centre, et en même temps que les socialistes et les syndicats sont autant opposés à l'Union européenne. Je vous rappelle que le Parti socialiste, c'est le parti de Suisse qui a mis dans son programme l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. C'est le parti qui s'était identifié comme le principal parti favorable à une adhésion à l'Union européenne et au maximum d'intégration à l'Union européenne. Aujourd'hui, ce parti est dans une certaine alliance objective avec l'UDC et contre donc le PLR, le Parti libéral radical, le Parti démocrate chrétien, le PPD en italien, qui aujourd'hui sont minoritaires en Suisse. Traditionnellement, la politique étrangère de la Suisse vis-à-vis de l'Union européenne, elle a été un succès parce qu'il y a eu une alliance du centre-gauche, socialiste, vert, et centre-droit, parti libéral radical, démocrate chrétien, verts libéraux, etc. Cette alliance, c'est la première fois qu'elle va aussi loin dans la rupture. Et s'il n'y a pas cette alliance, il n'y a pas de majorité ni au Conseil fédéral, ni au Parlement pour faire avancer les choses. Donc, moi, ça me paraît des choses tout à fait nouvelles. Alors, la structure de mon exposé, d'abord montrer donc toutes les difficultés actuelles. On commence par la dramatisation. Deuxième partie, la relativisation des difficultés.
et puis une conclusion qui sera une forme de synthèse entre la thèse et l'antithèse. Alors les difficultés actuelles, d'après ce que j'entends, elles portent surtout sur les mesures d'accompagnement. Alors, je fais une petite parenthèse. Bien entendu que ma situation elle est un petit peu difficile parce que je parle devant le conseiller fédéral qui, par définition, connaît mieux le sujet que moi et plus au fait des détails. Et donc, moi, je parle beaucoup, mais je sais moins que lui. Et lui, il sait beaucoup plus que moi, mais il a moins le droit de dire des choses par définition. Autrement, les négociations ne peuvent pas avancer. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile pour moi, je pense aussi pour vous. Donc, les mesures d'accompagnement, c'est aujourd'hui le principal obstacle. Et c'est donc là que le Parti socialiste et les syndicats ont dit que si le gouvernement suisse, le Conseil fédéral fait des concessions, ils les refuseront. Donc ça porte sur 3 sujets principaux. La première, la règle des 8 jours pour les travailleurs détachés. Donc en Suisse, pour qu'un travailleur détaché, disons italien, vienne travailler au Tessin, il doit annoncer 8 jours à l'avance qu'il vient travailler, et donc ça permet aux autorités cantonales de vérifier si cette personne répond aux critères suisses et si cette personne va toucher un salaire minimum de nos conventions collectives, si les conditions de travail vont être respectées, etc. Donc c'est une mesure pour éviter la triche qui est importante en Suisse. L'Union européenne aimerait supprimer cette mesure. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de compromis. Bien entendu, vous pourriez me dire ça peut être 4 jours, ça peut être 2 jours, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de compromis. Et ça a l'air d'être plus difficile qu'on pouvait le penser il y a quelque temps. Une autre question, c'est la garantie. On demande aux travailleurs détachés de payer une garantie ou à l'employeur de payer une garantie. On n'a pas trouvé de solution pour l'instant. Et puis, il y a des critiques de l'Union européenne sur la rigidité des inspections, dans certains cantons, peut-être plus que dans d'autres, sur la rigidité des inspections sur ces travailleurs détachés. Sur au moins ces 3 problèmes, et il y en a d'autres, on n'a pas encore trouvé de solution. Théoriquement, il faudrait trouver une solution d'ici au 15 octobre. 15 octobre, c'est lundi. Si on n'a pas de solution, l'Union européenne a menacé la Suisse, a menacé de ne pas renouveler cette fameuse licence en matière boursière. Donc vous voyez que la situation est assez tendue. Et je ne sais pas évidemment ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais ça rend assez difficile la conclusion de l'accord sur le côté institutionnel qui, lui, semble-t-il, est bien avancé. Un autre problème dans les négociations, c'est ce qu'on appelle les aides d'État. Et en Suisse, on a entre autres des aides d'État sur les banques cantonales. Toutes nos banques cantonales sont garanties. L'Union européenne, en droit de la concurrence, considère que c'est une concurrence déloyale et qu'il n'y a pas de raison que des banques soient garanties et d'autres pas. Et donc, il faudrait que la Suisse adapte sa législation, la supprime sur les banques cantonales. Même problème sur les aides à l'électricité. L'Union européenne considère que c'est contraire au droit de la concurrence de l'Union européenne. Alors, il est possible que la Suisse puisse bouger dans ce domaine-là. Peut-être que c'était nécessaire depuis longtemps, mais il y a un problème de modification de la Constitution. Dans nos constitutions cantonales et fédérales aussi, il y a ces garanties. Modifier la Constitution fédérale, c'est la majorité du peuple et des cantons, ce qui paraît très, très difficile à faire. Alors, bien entendu, on peut imaginer des mesures de transition, on peut imaginer des mesures transitoires qui ne sont pas transitoires, on peut imaginer beaucoup de solutions. Les diplomates sont spécialisés pour trouver des ambiguïtés constructives, mais c'est quand même difficile pour l'instant, et donc la situation est bloquée, à ma connaissance. Je rappelle que le contexte est difficile, le contexte international. Avec le Brexit, les négociations du Brexit ont gêné les négociations entre la Suisse et l'Union européenne, pour l'instant en tout cas. Donc, contrairement à ce que certains avaient dit, à savoir que ça allait faciliter la tâche de la Suisse, que ce serait comme un chasse-neige, le Royaume-Uni qui allait ouvrir la voie à la Suisse et que l'Union européenne ferait plus de concessions au Royaume-Uni parce que c'est un acteur qui a plus de poids que la Suisse, eh bien, ces rapports de force vont plutôt dans une direction opposée.
à savoir que le Royaume-Uni est dans une position de faiblesse parce qu'il est en train de se désintégrer, alors que la Suisse, elle cherche soit à maintenir l'intégration actuelle, soit à légèrement s'intégrer plus. Donc ce n'est pas le même rapport. Nous, on cherche un petit peu à maintenir le mariage ou peut-être à le resserrer. Eux, ils sont dans un processus de divorce où ils peuvent tout perdre. Donc, ils ne sont pas dans une situation facile et pour l'instant, ça ralentit les négociations. Je vous rappelle aussi rapidement qu'on a des élections fédérales en 2019 en Suisse et que traditionnellement, avant des élections fédérales, les partis, surtout de centre-droite, centre-gauche, ont tendance à ne pas trop parler des sujets qui fâchent et attendre après les élections pour revenir à des sujets qui seraient plus difficiles à faire vendre à la population. Je vous rappelle aussi qu'il y a des élections au Parlement européen et qu'il y aura une nouvelle commission européenne à partir de l'été prochain, mais ça va prendre du temps et donc tout ça peut aussi ralentir. Et puis, bien entendu, on a nos séries de référendums en Suisse sur les soi-disant juges étrangers en novembre. Bien entendu que si ça passe, évidemment que ça changerait toute la donne des relations de la Suisse avec le reste du monde, ça a été dit tout à l'heure, et entre autres avec l'Union européenne. Et puis après, on aura certainement un référendum, c'est pas encore sûr, mais vraisemblable, sur la taxation des entreprises. C'est en partie des pressions de l'OCDE et de l'Union européenne qui nous ont amené à ces modifications de la taxation des entreprises, qui est liée à la retraite, à l'AVS, tout ça est très compliqué. Donc un climat politique très délicat pour faire des concessions à l'Union européenne qui n'aurait pas un très grand appui au sein de la population et au sein des partis politiques. Maintenant, on peut relativiser les négociations. D'abord, il y a des progrès dans la négociation. D'après plusieurs représentants suisses qui s'occupent de ces négociations, les négociations institutionnelles seraient quasiment finies, seraient complètement complètes, et donc il n'y aurait plus tellement de difficultés sur ce sujet-là au niveau des négociateurs. Alors, il semble qu'il n'y a pas de problème du côté des négociateurs suisses d'accepter ce qu'on appelle la reprise dynamique de l'évolution du droit de l'Union européenne. Donc la Suisse, pour l'instant, dans la plupart de ses accords, elle s'est engagée à une reprise statique de l'évolution des accords, à part pour Schengen et le droit concernant le trafic aérien. Et puis l'Union européenne, elle aurait voulu une reprise automatique. On s'est mis d'accord sur un compromis, le mot dynamique voulant dire qu'en principe, la Suisse reprend l'évolution du droit de l'Union européenne, mais se réserve quand même parfois de ne pas le reprendre. Donc c'est une concession suisse en termes de souveraineté, en tout cas de souveraineté formelle, qui ne change pas beaucoup la situation actuelle, parce qu'on a toujours repris l'évolution du droit de l'Union européenne, mais d'un point de vue juridique, c'est quand même pas la même façon de présenter les choses. Et devant l'électorat suisse, c'est pas facile à communiquer sur cette notion de reprise dynamique, qui n'est plus la reprise statique actuelle. Il semblerait qu'il n'y aura pas d'autorité de surveillance supranationale pour vérifier que le droit suisse sera bien appliqué. Donc, au début des négociations, l'Union européenne voulait qu'il y ait une autorité de surveillance qui vérifie qu'en Suisse, on applique bien le droit des accords bilatéraux. Le modèle, c'est la Commission européenne qui fait ça dans les États membres, qui vérifie qu'en Italie, qu'en France, qu'à Malte, le droit est bien appliqué. Ils auraient aimé un système pareil. Et puis, je vous rappelle, dans l'espace économique européen, il y a une EFTA Surveillance Authority, elle porte bien son nom, c'est une autorité de surveillance supranationale qui vérifie qu'en Norvège, qu'en Islande, qu'au Liechtenstein, le droit soit bien appliqué. La Suisse ne voulait pas de ça dans les négociations. Il semble qu'elle ait obtenu gain de cause, ce serait une victoire de la Suisse, mais il faut voir les détails parce qu'il est possible qu'il y ait le diable dans quelques détails, et il est possible qu'en matière de concurrence, par exemple, il y ait quand même une autorité de surveillance. Donc, à voir dans les détails le jour où cet accord sera publié.
Question de la jurisprudence de la Cour de justice. En Suisse, on la reprend, la jurisprudence de la Cour de l'UE, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et quand on leur dit que c'est le cas, ils n'y croient pas. Là, on le ferait officiellement. Bien entendu, la jurisprudence qui concerne le droit des accords bilatéraux, pas la jurisprudence de l'Union européenne sur l'agriculture ou sur la monnaie. Là, on n'a pas d'accords bilatéraux, c'est pas de ça. Mais le reconnaître officiellement, c'est aussi quelque chose qui sera difficile à faire passer auprès des plus souverainistes des Suisses. Participation au processus de shaping. Je n'ai pas d'informations, je pense qu'on peut être optimiste. Shaping, c'est quand on forme les nouvelles décisions de l'Union européenne. C'est une demande récurrente de la Suisse de pouvoir être informée plus tôt qu'elle ne l'est aujourd'hui et pouvoir déjà donner son opinion dès que l'Union européenne imagine une nouvelle législation. Je pense que ça ne pose pas de vrais problèmes, mais que c'est plutôt une monnaie d'échange pour l'Union européenne qu'elle donnera à la Suisse à la fin. Le grand problème dont vous avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle la résolution des différends. Donc quand il y a un différend, quand il y a une controverse, quand il y a un désaccord, surtout lors de la reprise du droit de l'Union européenne, là, on a beaucoup négocié entre la Suisse et l'Union européenne depuis des années, avant même l'ouverture des négociations officielles. On négociait de façon informelle, exploratoire. Jusqu'à présent, la Suisse a un statut, d'ailleurs, qui étonne le monde entier. Quand il y a un différend, un désaccord, une controverse entre la Suisse et l'Union européenne, c'est juste le comité mixte qui essaye de trouver une solution, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires dont on ne connaît même pas toujours les noms, qui changent d'ailleurs suivant le sujet. Et c'est eux qui, jusqu'à présent, ont toujours trouvé des solutions. Mais on est au niveau de bureaucrates, de hauts fonctionnaires discrets qui trouvent des solutions. On en a trouvé depuis 20 ans. Mais l'Union européenne n'en veut plus. Elle veut une solution plus juridique qui garantit plus de sécurité et qui correspond aux autres accords que l'Union européenne a avec d'autres pays. Il y a toute une histoire de ces négociations sur ce sujet. Je ne vais pas en parler maintenant parce que je n'ai pas le temps. Mais d'après les informations que j'ai, on se serait mis d'accord sur le fait qu'il y aurait un tribunal arbitral entre la Suisse et l'Union européenne. Donc il y aurait un juge suisse, un juge de l'Union européenne et une troisième personne extérieure choisie par les deux parties. Si ce tribunal arbitral trouve une solution, on a la solution et puis pas de problème. La question est de savoir si ce tribunal arbitral ne trouve pas la solution. Alors là, il doit demander un avis juridique à la Cour de justice de l'Union européenne. Vous voyez, nos amis de l'UDC, ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, c'est les juges étrangers. C'est pas moi qui le dis, mais je sais que le débat, la communication va aller dans cette direction. Et ce jugement, cet avis de la Cour de justice, il sera contraignant. Et donc, en principe, ce sera un avis qui ira plutôt dans le sens de la Commission européenne, pas tellement du côté de la Suisse. Bien entendu, en théorie juridique, ça pourrait être du côté de la Suisse, mais dans la réalité politique, plus de chances que ce sera un avis qui correspondra à la position de la Commission européenne et pas à la position de la Suisse. Maintenant, la Suisse a obtenu que cet avis contraignant, elle ne sera pas obligée de l'appliquer. Alors, est-ce que c'est vous qui ne comprenez pas bien le français? Ou c'est moi qui ne parle pas bien l'italien? Non, je ne sais pas, mais vous voyez que là, on est dans l'ambiguïté constructive. C'est contraignant, mais la Suisse n'est pas obligée de le reprendre. En français, contraignant, ça veut dire contraignant, mais on n'est pas obligé de le reprendre. Bon, c'est positif, et donc la Suisse ne serait pas obligée de reprendre cet avis contraignant. Mais si elle ne le reprend pas, l'Union européenne pourrait prendre des mesures de rétorsion contre la Suisse. Mais ces mesures de rétorsion doivent être proportionnées et il y aura un autre tribunal arbitral qui pourra juger de la proportionnalité des mesures de rétorsion de l'Union européenne. Voilà. Bravo, je veux dire, si c'est ça... Après, à confirmer, mais enfin, si c'est ça le résultat dont on parle depuis des années,
Si c'est ça, c'est plutôt une victoire pour la Suisse, parce qu'au début, l'Union européenne, elle ne voulait pas que cet avis contraignant puisse faire l'objet encore d'un autre tribunal arbitral. Si c'est ça, c'est positif pour les négociateurs suisses, c'est plutôt, on peut dire, un succès, mais, vous l'avez compris, ce n'est pas facile de communiquer sur ce genre de sujet, parce que quand vous avez 10 secondes, peut-être 15 à la télévision, et que vous devez dire tout ça, puis que vous avez quelqu'un de l'UDC qui va dire juge étranger, c'est très très difficile à communiquer quand vous voulez dire des choses plus subtiles. Donc on aura vraiment des grands enjeux de communication si c'est bien l'accord et si c'est soumis à un référendum comme c'est le plus vraisemblable. Pour relativiser les difficultés actuelles, je vous rappelle qu'en fait, la voie bilatérale a toujours été une voie très escarpée, proche d'un sentier de montagne, où on a risqué de tomber à gauche et à droite tout le temps. Ça n'a jamais été une autoroute. Je vous rappelle que déjà en 1992, au moment des discussions sur l'espace économique européen, la plupart des conseillers fédéraux, des politiciens, des experts, y compris moi-même, pensions que la voie bilatérale n'était pas possible. Et puis, elle s'est révélée possible. En 1994, vous vous souvenez de l'initiative des Alpes, évidemment, au Tessin. Quand on l'a acceptée, on a dit c'est la fin de la voie bilatérale. Ce n'est pas possible d'avoir un accord avec l'Union européenne si on ne laisse pas leurs camions passer. On a trouvé des solutions imaginatives, je ne rentre pas dans les détails. Avant le vote de 2000 sur les accords bilatéraux, beaucoup d'experts pensaient qu'on allait vivre la même chose qu'avec l'espace économique européen. Ça a passé assez facilement, presque 66%, 63, 64% des Suisses ont dit oui aux accords bilatéraux. Il faut rappeler pourquoi. Parce que l'UDC ne s'est pas opposée. Elle n'a pas dit oui, mais elle n'a pas dit non. Et au fond, il n'y a pas eu une vraie opposition. Alors quand on leur rappelle ça aux gens de l'UDC, ils disent c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est l'UDC qui ne s'est pas opposé aux accords bilatéraux, c'est-à-dire à la libre circulation des personnes. Donc ils ont tendance à l'oublier. Mais après, ils ont commencé une intense campagne contre la libre circulation des personnes. Et vous vous souvenez de toutes ces votations des années 2000. J'ai mis la liste, je ne vais pas la répéter, mais chaque fois on a tremblé. Chaque fois on a dit, mais cette fois, ça ne va pas passer, ça va être l'échec et toute la voie bilatérale va s'effondrer. La dernière fois, vous vous en souvenez bien, c'était en 2014, quand l'initiative de l'UDC sur, soi-disant, l'immigration de masse a été acceptée. Pendant pas mal d'années, peut-être presque 2 ans et demi, on n'a pas trouvé de solution. Et finalement, on en a trouvé une, mais pendant ces 2 ans et demi, on ne voyait pas comment on pouvait résoudre une aporie, une contradiction insurmontable entre nos engagements internationaux auprès de l'Union européenne, qui prévoyaient la libre circulation des personnes et l'absence de préférence nationale, et un texte de la Constitution qui disait exactement le contraire, qu'on a le droit de mettre en place des mesures de limitation de l'immigration des ressortissants de l'Union européenne et des mesures de préférence nationale. On a trouvé une solution, mais elle n'est pas très élégante. Je suis un politologue, je n'appartiens à aucun parti politique, je n'ai pas d'agenda politique. La solution qu'on a trouvée, c'est de ne pas appliquer la Constitution. Il faut le dire franchement. Et donc, ce n'est pas très élégant. C'est peut-être de la faute de l'UDC qui a proposé quelque chose d'inapplicable et de pas clair, c'est vrai. Mais le fait est qu'on ne peut pas multiplier ce genre de non-application de la Constitution. Ça me paraît quand même assez dangereux pour la politique. Alors, maintenant, il y a d'autres éléments qui me rendent moins pessimiste sur la voie bilatérale actuelle, c'est que cette approche bilatérale, au fond, elle est devenue beaucoup plus la règle aujourd'hui que ce n'était le cas il y a 25 ans. Quand la Suisse a commencé, il y a 25 ans, on était les premiers, on a improvisé, ça ne sortait pas d'un grand schéma politique. Et puis finalement, avec les pays du partenariat oriental, Eastern Partnership, l'Union européenne a développé des accords assez semblables avec l'Ukraine, avec la Moldavie, la Géorgie.
Ça ressemble beaucoup à la voie bilatérale, sauf qu'il n'y a pas la libre circulation des personnes, mais les mécanismes institutionnels qui nous paraissent si originaux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, tribunal arbitral, etc., on les retrouve avec ces pays. Avec le Royaume-Uni également, il semble qu'on se dirige vers un même type de solution. Étrangement, il semblerait que déjà lundi, on aurait l'accord entre les négociateurs britanniques et l'Union européenne et qu'il y aurait un mécanisme institutionnel assez proche de celui de la Suisse. Donc il faudra voir si c'est le cas. Non, c'est des informations... il y a beaucoup plus de fuites sur le Royaume-Uni, Union européenne que sur Suisse, Union européenne. On a même les documents des négociations. Ça a été au fond assez vite. Maintenant, je suis bien conscient que les négociateurs peuvent arriver à un accord où il y aura beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de phases transitoires, et puis que, tout le monde le sait, il n'y a pas de majorité pour l'instant au Parlement britannique pour n'importe quel accord. Donc peut-être que les négociateurs arriveront à quelque chose. La partie politique, et surtout à l'intérieur du Royaume-Uni, est pour l'instant totalement pourri. Mais enfin, pour vous dire que le modèle institutionnel que la Suisse négocie avec l'Union européenne est très proche de modèles institutionnels que l'Union européenne est en train d'imposer à d'autres acteurs dans des relations bilatérales. Une chose un peu provocatrice, la clause guillotine. La clause guillotine, vous la connaissez, hein, c'est cette clause qui a été imposée par l'Union européenne dans les négociations dans les années 90, qui dit que si la Suisse remet en... Enfin, si une des parties, mais il faut comprendre, la Suisse remet en cause un des accords, eh bien, tous les autres accords tombent. Cette clause guillotine, elle avait été improvisée comme ça, mais elle se révèle un facteur, au fond, de ciment de la voie bilatérale beaucoup plus fort qu'on ne l'a jamais pensé. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu la clause guillotine, la Suisse, après le vote sur l'initiative de l'UDC, elle aurait fait tomber la libre circulation des personnes. Donc c'est cette clause guillotine qui a forcé la Suisse à trouver la loi d'application qui n'applique pas l'article 121A. Donc cette clause guillotine, qui a été vraiment improvisée dans les années 90, se révèle un facteur qui cimente les accords, la voie bilatérale actuelle. Et puis autre point, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative actuellement pour la Suisse que la voie bilatérale actuelle ou rénovée. Des accords type Canada, on en a beaucoup parlé, UE-Canada, on en parle beaucoup au Royaume-Uni parce que c'est une des options. Et on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Si la Suisse avait un accord type Canada, c'est ce que veut l'UDC. On n'aurait presque plus rien avec l'Union européenne. Sur le papier, on aurait quelque chose, mais dans la réalité, pas grand-chose. La voie de l'espace économique européen, je sais que le Parti démocrate chrétien en parle de temps en temps en Suisse, mais elle n'est franchement pas réaliste dans le contexte actuel. Il y a d'autres éléments qui m'incitent à ne pas être pessimiste, c'est qu'il y a des intérêts économiques et politiques, non seulement de la Suisse, mais de l'Union européenne, à continuer cette voie bilatérale avec la Suisse et à ne pas trop forcer des solutions et imposer des solutions à la Suisse. Donc, il y a un autre point peut-être aussi qui apparaît quand on suit les négociations sur le Brexit, c'est qu'on voit que la possibilité d'un accès au marché intérieur sans libre circulation des personnes est totalement refusée par l'Union européenne. C'était une demande des Britanniques et ils ont essayé de dire on veut garder l'accès au marché intérieur et même à la Customs Union, à l'Union douanière, mais on ne veut pas de libre circulation des personnes. Là, ça a été un test pour la Suisse d'observer. Là, l'Union européenne a été claire, non, c'est exclu. Le Royaume-Uni a pensé qu'elle aurait des alliés. Elle pensait que la Pologne, la Hongrie, d'autres seraient des alliés, qu'elle pourrait diviser l'Union européenne. Et ce qui a pas mal étonné les observateurs, c'est que pour l'instant, l'Union européenne a montré une unité beaucoup plus forte qu'on ne le pensait. La tactique de la Suisse, du Royaume-Uni, de n'importe quel État, c'est de diviser l'Union européenne. C'est tentant. Mais ils n'y sont pas arrivés. Étonnamment, ils n'y sont pas arrivés. Bon, il faut aussi... parfois, les Britanniques sont un peu bizarres. Ils ont fait toute la campagne, les Brexiters, pour dire on ne veut plus de travailleurs polonais. On ne veut plus de plombiers polonais.
Après, ils vont vers les Polonais et ils leur disent « aidez-nous ». Il ne fallait pas faire la campagne contre les plombiers polonais, si vous voulez ne pas avoir de problème avec l'Union européenne. Alors en conclusion, l'expérience historique me porte à ne pas dramatiser la situation actuelle. Il y a des intérêts réciproques pour maintenir et réformer l'approche bilatérale. N'oublions pas que les acteurs dans la négociation sont rationnels, peut-être pas les populations, mais les acteurs, les négociateurs sont Suisse et Union européenne sont rationnels. On dit parfois que c'est les meilleurs négociateurs du monde. Vendredi passé, j'étais à une table ronde sur Suisse-Union européenne, et puis l'ancien président de la Commission européenne disait les meilleurs négociateurs du monde, c'est ceux de la Suisse et ceux de l'Union européenne. Deux anciens secrétaires d'État, un secrétaire d'État actuel, un ancien secrétaire d'État disait oui, on est les meilleurs négociateurs du monde, la Suisse et l'Union européenne. Moi, je me suis dit peut-être qu'ils ont des trop bons négociateurs. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. S'ils avaient des moins bons négociateurs, peut-être que ça marcherait mieux. Non, mais sérieusement, c'est des très bons négociateurs. C'est des gens absolument rationnels, qui sont sur la même longueur d'onde, qui parlent le même langage. On peut s'attendre à des progrès. Et il y a des progrès dans la négociation. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais c'est une situation quand même unique, avec un affaiblissement des forces pro-bilatérales, Parti libéral, Parti démocrate chrétien, aile droite du Parti socialiste, sont dans une situation de faiblesse. Aujourd'hui, au Conseil fédéral, il y a 2 UDC de la tendance blochérienne et il y a 2 socialistes qui, pour l'instant, ont adopté la position des syndicats. Alors, il y a beaucoup aussi d'incertitudes sur les prochains leaders européens. On a beaucoup critiqué M. Juncker ces derniers temps, disant que c'était un méchant, qu'il n'aimait pas la Suisse, un hypocrite, etc. Mais qui sera le prochain président de la Commission européenne? Quelle sera la nouvelle équipe? On ne le sait pas. S'il y a une montée des partis de droite durs, populistes, est-ce que ce sera plus favorable à la Suisse, comme l'UDC le pense, puisque c'est la même famille? Mais en même temps, ce sont des gens qui défendent encore plus leurs intérêts, peut-être, que des forces de centre-droite et de centre-gauche. Donc beaucoup d'incertitudes et, bien entendu, l'avenir, eh bien, c'est comment communiquer sur ce genre de sujet. C'est vraiment nécessaire aujourd'hui. Je pense qu'il faut déjà commencer, nécessaire également d'avoir du leadership sur ce genre de questions. C'est facile à dire pour moi, mais évidemment, c'est la tâche de nos politiciens de communiquer et d'avoir du leadership sur cette question, parce qu'autrement, le jour du référendum, les populations ne seront pas prêtes. Voilà, grazie per l'attenzione e scusatemi ancora per non aver. Direi che il tempo correndo, come sempre, più in fretta delle nostre speranze, diamo subito la parola a Reto Ceschi per coordinare il dibattito principale della giornata. Allora, benvenuti ai partecipanti alla tavola rotonda. Dopo la Lectio Magistralis di René Schwok abbiamo aggiunto altri elementi alla discussione, alla riflessione di questa giornata, tanti altri elementi, alcuni fatalmente non potremo svilupparli tutti, ma entreranno in pieno in questa discussione. Fa un certo effetto fare questa discussione di fronte al consigliere federale, un effetto positivo, il consigliere federale Ignazio Cassis, perché probabilmente quando andremo avanti nelle discussioni ogni tanto avremo voglia di fare, almeno io avrò voglia di fare delle domande a lui, che si tratterrà per l'intervento conclusivo attorno dopo le 17. Quindi resisteremo a questa tentazione, ma entriamo subito nel vivo, senza troppi preamboli. Kati Ricklin. Allora, c'è la questione dell'accordo istituzionale, l'accordo quadro, che è il grande tema della politica svizzera in questo momento per quanto riguarda le relazioni con l'Unione Europea. Molto semplicemente, lei è pessimista, ottimista o qualcos'altro? Ma io sono di natura ottimista. Allora, qui bisogna essere ottimisti. Abbiamo sentito Balzaretti in un giornale della Svizzera francese dicendo che è sempre possibile concludere.
Chiaro che vengono sempre nuove difficoltà, non tutte quelle che il signor Schwok ha qui espresso sono giuste, ci sono altri temi, ma in fondo per noi sarebbe molto importante trovare una soluzione, perché abbiamo un'occasione e poi così potremo continuare a lavorare. Perdiamo tanto di quel tempo. Ero proprio 2 giorni a Bruxelles e ho visto diverse persone, vedo quante persone vanno ogni giorno a Bruxelles, su e giù, di tutti i dipartimenti dell'economia. È per la Svizzera molto importante, per l'economia, 1 miliardo al giorno che c'è di commercio. E allora io sono ottimista e cerco di rinforzare le spalle al nostro caro Ignazio. Allora, lei dice, lei è ottimista, prima René Schwok annotava la questione degli svizzeri e anche i rappresentanti dell'Unione Europea dicono sono dei bravi negoziatori, lui dice sono talmente così bravi negoziatori che forse questo rende più complicate le cose. Lei pensa che sia così? Ma magari ci sono anche tanti malintesi, bisogna andare a fondo, vedere dove sono i veri problemi. A me sembrava troppo teorico questa conferenza del professore Schwok. In fondo bisogna mettere sul tavolo dove ci sono le differenze, quali sono le vere differenze. Ad esempio le differenze sono da tanti anni, per questi 8 giorni, che questo dà fastidio non agli italiani, lo dà fastidio solo a Baden-Württemberg. E lì c'è un deputato, Andreas Schwab, che per 12 anni ha sempre detto qui la Svizzera non rispetta le nostre regole. E lui è riuscito a andare avanti a chiedere sempre questo contratto quadro istituzionale. E allora in fondo bisogna tornare lì alla fonte, quali problemi ci sono e non fare questi dibattiti teorici, arbitraggio e Corte europea e tutto quanto. Allora, restiamo alle cose pratiche. Renzo Ambrosetti, questa settimana è stata una settimana di intenso movimento sull'asse Svizzera-Bruxelles, come succede spesso, ma questa settimana è stata anche particolarmente raccontata dai media, come succede quando ci si avvicina ai momenti decisivi. C'è stata la visita di Balzaretti, segretario di Stato, martedì, in cui ha detto, lo cito, insomma, è possibile trovare una buona soluzione con l'UE. Dall'altra parte il negoziatore ha detto siamo vicini, queste sono dichiarazioni, poi vedremo che cosa manca. D'altra parte un paio di giorni dopo delegazione e sindacati svizzeri che è andato pure a Bruxelles a fare altri incontri e lì si è toccato quello che citava Katia Ricklin, uno dei nodi legato alle misure di accompagnamento alla questione dei lavoratori distaccati. Perché questo è un problema? Perché questo è un nodo così importante dal punto di vista sindacale? Ma è un nodo importante perché in definitiva è voluto per la salvaguardia delle condizioni di lavoro e dei livelli salariali in Svizzera. Noi sappiamo che tra Svizzera e Europa, per quanto concerne le condizioni di lavoro e le condizioni salariali, c'è un divario enorme. E quindi già subito, nel 2000, quando sono state negoziate gli accordi bilaterali, il movimento sindacale aveva fatto dipendere la sua adesione da delle misure di accompagnamento che proteggessero le condizioni di lavoro in Svizzera. Nel 92, con lo spazio economico, bisogna ricordare che non era prevista nessuna disposizione di protezione dei lavoratori. Non è solo, come diceva il professore, perché l'UDC non ha preso posizione che nel 2000 sono passati bilaterali. Sono passati bilaterali perché c'erano delle misure di protezione delle condizioni di lavoro. E dal 2000 al 2014 gli accordi bilaterali sono stati rinnovati almeno 4 volte e tutte le volte si è migliorato qualcosa nell'ambito delle misure d'accompagnamento perché ci si rendeva conto che sulla base dell'esperienza pratica di applicazione della libera circolazione delle persone si presentavano delle problematiche. Queste problematiche sono state risolte fino alla fine del 2013. Nel 2013, in vista della votazione sull'immigrazione di massa, il Consiglio federale ha chiamato un gruppo di lavoro presieduto dall'ambasciatrice Inaiken, di cui facevo parte. Si è ancora fatta
si è ancora fatto l'esame della situazione, si sono proposte due o tre piccole modifiche e aggiunte alle misure d'accompagnamento. Il Patronato, Consiglio federale ha detto no, qui non si cambia più niente, e il risultato lo si è visto: per una 30.000 voti l'iniziativa sulla mediazione di massa è passata con tutto quanto ne è scaturito. Quindi la posizione sindacale oggi rimane mutata. Noi siamo per dei rapporti corretti con l'Unione Europea, quindi di accordi bilaterali. Le misure di protezione del mercato del lavoro indigeno devono essere salvaguardate, e che non vogliamo degli statuti discriminatori come quelli che conoscevamo precedentemente con lo statuto, lo stagionale e quant'altro, che erano indegni. Quindi questo tema, poi dopo potremo entrare nel dettaglio delle misure di accompagnamento, perché non è solo la storia degli 8 giorni, questa è la bandierina che sventola, ma poi le misure che sono chieste da parte dell'UE sono di tutt'altra natura e verrebbero a creare grossi problemi per quanto concerne il mercato del lavoro. Quando dico il mercato del lavoro non mi riferisco solo alle condizioni del lavoro dei dipendenti, ma anche delle aziende indigene, penso al settore della costruzione, penso al settore dell'artigianato. Sergio Morisoli, lei ha chiaro la strategia della Svizzera in questo momento, del nostro paese per quanto riguarda le relazioni con l'Unione Europea? Ritiene che ci sia un'idea chiara di dove si vuole arrivare sulla linea maestra, che è quella dei bilaterali, tracciata dopo il no allo spazio economico europeo, peraltro indicata a quell'epoca anche dall'UDC? Ci si è persi per strada? Ma intanto grazie per l'invito in questo congresso. No, non vedo nessuna linea chiara, salvo quella forse giustamente pragmatica e anche così di buon senso, che è quella di attendere un po' e non aver nessuna fretta di concludere nulla nei prossimi mesi. Sappiamo che l'Europa è alle porte di una votazione continentale importantissima. C'è chi vorrebbe farci firmare settimana prossima, evidentemente per ragioni importanti loro, perché non si sa chi entrerà dopo, se continuerà sulla stessa linea, per cui io penso che la miglior linea in questo momento politica è quella di stare in ballo, negoziare sempre e non concludere niente fin dopo quelle elezioni. Lo dico perché non serve concludere qualcosa oggi con un'Europa assolutamente in difficoltà, un'Europa in ginocchio. Le elezioni nei vari paesi hanno dimostrato che hanno spazzato via i poteri forti, quell'elite che più volte oggi è stata menzionata, peccato che non diriga lei il mondo, è stata bastonata su più fronti, è stata bastonata in modo democratico da un popolo che poi lo si può tassare di populista, di sovranista, di protezionista, quello che si vuole, ma è un'Europa che non è più quella che abbiamo in mente noi. Noi viviamo di 2 fake news in sostanza, e dobbiamo stare attenti a non caderci dentro con la politica estera. La prima fake news è quella che ci bombardano quotidianamente facendoci vedere l'immagine di un'Europa blu con le stelle gialle che va dal Portogallo alle frontiere russe, dalla Scandinavia alla Grecia, come se fosse qualcosa di uniforme, che sa bene lei stessa cosa vuole e quindi con la Svizzera sa negoziare forte. La cartina dell'Europa o dell'Unione Europea di oggi probabilmente assomiglia molto di più, guardando l'età tra le sedie, a quelle cartine geografiche che avevamo noi nelle aule di geografia, dove avevamo le nazioni colorate una diversa dall'altra, moltiplicata magari anche per 10, perché c'è una cartina ufficiale che è quella che va sul logo della carta dell'Unione Europea, c'è un'Europa reale che è quella probabilmente molto più limitata e frammentata. L'ha detto bene anche la signora prima, i nostri problemi sono piuttosto col Baden-Württemberg, con la Lombardia e con altre regioni importanti confinanti. Per cui questo è un primo fake news, l'Europa non è quell'immagine che ci danno, lo sappiamo. La seconda è che non sono più le statistiche economiche della Banca Centrale Europea a indicarci cos'è l'Europa. Spalmo numeri e statistiche sul pane al mattino perché sono un appassionato, sono economista e soprattutto in direzione anche econometrista. Da qualche anno a sta parte ho abbandonato non la lettura ma l'interpretazione di quelle statistiche per una semplice ragione: non descrive quel continente. Quel continente, se si vuol sapere cosa sta accadendo, bisogna andare a cercarlo in persone assolutamente fuori dalle logiche economiche, politiche e giuridiche
che sono quelle persone espressione di quei popoli che hanno bastonato nell'ultimo anno chi li governava. Sono espressioni di descrizione profonda di un'Europa con la quale bisogna fare i conti noi quando andiamo a negoziare, ma noi per capire chi vogliamo essere noi in confronti di quell'Europa. Sono un'Europa raccontata, per esempio, in un libro uscito stupendo 2 mesi fa, Poverty Safari, di uno scozzese, Darren McGaverney. È un rapper, non un esperto, non è un'elite, è un rapper, diventato giornalista, figlio abusato nei quartieri bassi di Glasgow, che descrive qual è l'Europa dei poveri nelle isole britanniche. Ma c'è un altro libro uscito, questo addirittura 3 settimane fa, che me lo sono letto in 2 sere, di Christophe Guilluy, Fine della classe media, dove descrive, quindi abbiamo 2 descrizioni non da esperti che ci dicono e ci danno delle spiegazioni perché andare a negoziare con quell'Europa dobbiamo smetterla di pensare solo ai bravi e gli ottimi negoziatori che troviamo dall'altra parte. Non rappresentano e non è l'Europa vera che c'è dietro. Quindi queste persone che sono insospettabili, uno è un geografo, ha analizzato la situazione della Francia negli ultimi 30 anni e arriva a delle conclusioni molto importanti. Sono 2 di sinistra, tra l'altro, e quindi fuori di dubbio non sono di destra come sono io, sono di sinistra che descrivono l'Europa, uno della classe bassa, quella della povertà, l'altra del ceto medio, in un modo impeccabile. Le soluzioni che propongono non sono le mie, ma di sicuro quello che loro descrivono vale la pena andare a leggersene, perché quando si va a negoziare si deve capire chi c'è dietro quei negoziatori e cos'è il movimento che c'è dietro. Noi abbiamo la democrazia diretta che può frenare i negoziatori, li può correggere, addirittura può impedire quello che loro portano a casa. L'Europa non c'è niente di questo e lo si sente. Onorevole Ambrogio, lei lo raccoglie l'invito di Sergio Morisoli, l'invito che potrebbe essere riassunto in calma e gesto. Aspettiamo le elezioni europee dell'anno prossimo, poi ci saranno anche le elezioni federali in Svizzera, ma la costituzione della nuova Commissione europea, facciamo in modo che si chiariscano le idee, se riassumo quello che diceva Morisoli, e poi noi potremo trattare meglio. Oppure in questa finestra di tempo, che potrebbe essere anche piuttosto lunga, noi ci giochiamo la partita. Su qualche aspetto concordo perfino con Morisoli, cioè il fatto che i bilaterali nostri con l'Europa sono stati conclusi in un momento in cui l'Europa era una fase propulsiva, tutti volevano entrare nell'Europa e la Svizzera in fondo era percepito dall'Unione Europea come un potenziale futuro membro e quindi in qualche modo ci hanno concesso parecchio, abbiamo chiesto libera circolazione ma ci hanno concesso parecchio. Oggi invece siamo in un'Europa difensiva che deve soprattutto evitare che se per i britannici il Brexit si verifica essere un buon affare, poi anche i danesi, gli olandesi, gli svedesi se ne potrebbero andare e quindi che è nella necessità di dimostrare comunque che essere non membro è un handicap. Perché se non dimostrano questo evidentemente poi si apre, tutti coloro che non vogliono pagare i debiti della Grecia o dell'Italia trovano più comodo essere in qualche modo all'esterno. Quindi da questo profilo è vero, cioè siamo con un'Europa che... Però attenzione che sì, si può sperare di tornare in un'epoca in cui si fanno tutti la guerra, se non altro commerciale, tra loro in Europa e noi da buoni svizzeri neutrali al centro ne approfittiamo. Ovviamente non è questo lo scenario più probabile. Io ho constato, faccio l'esempio del mio settore che conosco bene, nella ricerca scientifica c'è una chiara volontà da est a ovest, da nord a sud in Europa, che sono mettendo assieme le risorse e distribuendole là dove c'è eccellenza, l'Europa potrà competere in futuro ancora con gli Stati Uniti o con la Cina. Quindi perfino i paesi dell'Europa dell'Est che hanno un ritorno minimo, dicevo stamattina nel gruppo di lavoro, l'Università di Oxford da sola riceve più finanziamenti europei che tutta la Bulgaria e la Romania messe insieme. Eppure anche la Bulgaria e la Romania sono d'accordo sul fatto che nel prossimo programma europeo ci siano 110 miliardi dedicati a gestire l'eccellenza per quanto riguarda la tecnologia, la ricerca, l'innovazione, la politica industriale, eccetera, in comune. Quindi è possibile uno scenario in cui noi avremo un'Europa che magari su temi di migrazione, perfino magari di libera circolazione interna delle persone, evolva uno scenario, come diceva Morisoli, con altre sensibilità, con altre priorità, però la potremmo avere anche su
per esempio sugli aspetti doganali, per dire banalmente, regole tecniche commerciali, eccetera, comunque sempre ancora un grande vicino per il quale, se non abbiamo degli accordi, i danni sulla nostra economia potrebbero essere immensi. Quindi semplicemente speculare che tanto poi l'Europa si disfa da sola e alla fine non abbiamo neanche fatto la fatica di negoziare con loro, mi sembra una speculazione molto a rischio. Se noi riusciamo ad avere degli accordi che almeno là dove abbiamo un win-win chiaro, loro è nostro, e non a ogni qualsiasi costo. Credo che il consigliere federale Cassis l'ha detto chiaramente, questa è l'unica linea possibile, cercare di avere comunque con l'Europa di salvare il salvabile, negoziando, e se si trova l'accordo bene, se l'accordo è impossibile, sarà impossibile, ma già speculare di nemmeno negoziare perché l'Europa è in crisi, questo non mi sembra una soluzione. Greta Haller, quelle est votre vision de l'Europe et comment a-t-elle changé au cours des années? Il y a eu pas mal d'évolutions. Puisque le titre de la tavola rotonda è il divenire delle relazioni Svizzera-Unione Europea, je voudrais faire vraiment un pas en avant. Et je voudrais raconter une petite histoire. La première ministre Theresa May, il y a quelques semaines, parlait d'un manque de respect de l'Union européenne pour les Britanniques. Mais elle a dit, elle s'imaginait que les deux partenaires donnaient leur position initiale et après on négociait, on pourrait se trouver au milieu. Et que ce serait ça une preuve de respect mutuel. Et je voudrais vite expliquer pourquoi ce n'est pas un manque de respect, mais un manque de la première ministre britannique, un manque de compréhension à propos de l'Union européenne. Elle ne voit pas ce que l'Union européenne est. L'Union européenne est un projet politique, et elle l'était toujours. C'est un projet politique. Et le libre-échange est seul, le libre-échange économique est seulement la méthode pour avancer ce projet politique. L'Union européenne ne peut pas renoncer, elle ne peut même pas partiellement renoncer à la stricte défense des 4 libertés si elle ne veut pas mettre en danger son projet politique. Elle ne peut pas, parce que c'est la méthode qu'elle a acceptée ou bien qu'elle a développée. Monsieur Schwok a beaucoup mieux expliqué cet élément que je pourrais le faire. Et parler de manque de respect n'a donc pas de sens. C'est en dehors des lignes de compréhension qui est nécessaire qu'on devrait avoir si on se met en relation avec l'Union européenne. Pour les Britanniques, c'est donc une situation presque un peu tragique. Mais pour la Suisse, qui a un peu la même mentalité, je l'explique maintenant pas trop, mais la mentalité est un peu la même, ce manque de compréhension de l'Union européenne est encore plus tragique que pour les Britanniques. Et pourquoi? Bon, les Britanniques sont membres et il faut un divorce et nous, c'est un peu, formellement, c'est un peu différent, mais dans la mentalité, c'est la même chose. C'est une question de républicanisme. La Révolution française, je m'excuse d'aller jusqu'à là, la Révolution française a trouvé pour le républicanisme la forme de l'État national. Et pendant le 19e siècle, et à part des guerres aussi après, dans le 20e siècle, surtout après la chute du mur de Berlin, le processus avançait. Les pays, un après l'autre, a réalisé le républicanisme dans des différentes formes d'État national. Il y avait naturellement aussi des backlash, mais je laisse ça de côté. Ce qui se fait aujourd'hui au cadre de l'Union européenne
c'est rien d'autre qu'une reprise de ce processus, mais au-delà de l'État national. Et le résultat ne serait pas un État national au niveau européen, j'en suis sûre, parce que ce n'est pas possible. L'État national est une émanation du temps avant. Et l'État national va rester. Les États nationaux vont rester, et l'identité des Européens dans leur État national, ou chez nous les cantons et les communes, ça va rester. Mais l'Union européenne est à la recherche d'une nouvelle forme d'étaticité. Et c'est le républicanisme qui cherche une nouvelle forme d'étaticité, si vous me permettez ce mot. Et pourquoi j'ai dit que pour la Suisse, c'est encore plus tragique, ce manque de compréhension de l'Union européenne? C'est parce que la Suisse était le premier État national qui a mis en œuvre le républicanisme au niveau européen, le premier État, sauf San Marino, mais c'est un peu une autre situation. Le premier État qui a réalisé le républicanisme en 1848. Donc, nous sommes vraiment les spécialistes de trouver des nouvelles formes pour ce républicanisme. Et c'était absolument révolutionnaire ce qu'on a fait en 1848. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu tragique. Moi, je peux très bien vivre avec cette tragédie. Il y a d'autres tragédies au monde. Mais je trouve qu'on devrait commencer à réfléchir de ces choses, et je trouve qu'on devrait surtout commencer a parler di ces éléments. Merci. È quello che cerchiamo anche di fare oggi, abbiamo cercato di fare oggi durante tutta la giornata e anche naturalmente in questo momento di discussione, anche rimanendo chiaramente molto agganciati al presente, ma sapendo, essendo consapevoli del fatto che le storie sono lunghe, le storie sono anche complesse e a volte presentano il conto anche dopo anni. Renzo Ambrosetti diceva prima, ci sono tutta una serie di temi che sono, non è solo la questione dei lavoratori distaccati, ci sono tutta una serie di altri temi nell'ambito delle misure accompagnatorie che sono citate molto spesso da quando si dice c'è stato un sostegno popolare ai bilaterali in Svizzera, quando si è passati attraverso le votazioni. Quali sono questi altri temi che sono decisivi e dal vostro punto di vista, non dico non negoziabili, perché tutto teoricamente negoziabile, ma non negoziabile fino al punto di vedere, diciamo, indebolita la posizione svizzera? Ma intanto la questione degli 8 giorni, lo diceva la signora prima, è un problema che ha solo Baden-Württemberg. Voglio ricordare che il Ticino è il cantone che è più sotto pressione a livello di tutta la Repubblica Svizzera di lavoratori distaccati. Se voi guardate le statistiche che il SECO pubblica annualmente, siamo il cantone che è più sotto pressione dei lavoratori distaccati. Io sono anche presidente dell'Associazione Interprofessionale di Controllo, che controlla appunto i distaccati. Io non ho mai sentito un datore di lavoro italiano o un politico italiano venire a dirmi qui con la storia degli 8 giorni ci dà fastidio. Ci sono quelli che fanno i furbi, non si annunciano punto a capo, ma dopo vengono beccati. Quindi questa storia degli 8 giorni è un qualcosa che fatico a capire. Se l'EU lo mette in gioco sono affari suoi, però noi abbiamo bisogno di questi 8 giorni. E laddove sono stati tolti, per esempio in Austria e nel Lussemburgo è meno toccato perché ha un'altra economia. In Austria però andate a vedere, andate a domandare agli artigiani austriaci come sono messi sotto pressione adesso che non hanno più questa questione degli 8 giorni. Gli 8 giorni sono solo per poter implementare i controlli, specialmente nel Canton Ticino, signori, dove siamo di fronte anche non solo alle ditte grosse che vengono e stanno qui per diverso tempo, queste pianificano tutto, quindi pianificano anche l'annuncio degli 8 giorni, ma la maggior parte dei distaccati sono toccata e fuga, quindi vengono 2 giorni, ti montano la doccia, ti montano il parapetto e poi se ne vanno.
come le facciamo a controllare? Quando i nostri ispettori ricevono la notifica e vanno a cercarli, sono già spariti. Se non avessimo la possibilità di prevedere per tempo l'intervento sul cantiere X che ci è segnalato attraverso la notifica. Sono cose estremamente semplici. Poi dopo si mette in discussione l'ammontare delle multe, si mette in discussione il riconoscimento dei padroncini. Abbiamo delle regole ben chiare, i padroncini sono riconosciuti tali se corrispondono alle condizioni che valgono in Svizzera per gli indipendenti svizzeri, quindi è la legge sulla VIES che lo stabilisce. No, bisogna dare una via preferenziale ai padroncini. Salute in Canton Ticino, vediamo cosa potrebbe succedere. Le multe, il divieto d'entrata, il numero dei controlli che possono essere fatti. Ecco, sono tutte cose che fanno parte di una struttura che si è rilevata pagante specialmente nei cantoni sotto pressione da parte della manodopera estera, che si è rilevata pagante e adesso vuole essere messa in discussione dall'EU dicendo ma adesso abbiamo emanato anche noi una direttiva sui distaccati, ma andate a guardare questa direttiva, non assomiglia neanche a un centesimo di quanto abbiamo noi. E poi ricordo che l'Ungheria ha già fatto ricorso contro questa direttiva al Tribunale europeo, quindi per intanto non è ancora entrata in vigore. Signori, se la Svizzera fa delle concessioni nell'ambito delle misure di protezione dei salari, ogni discorso futuro con l'Europa è destinato a fallire. Secondo me bisognerebbe cominciare, perché i primi che ci daranno un colpo di mano, io non lo voglio politicamente, sono quelli dell'UDC. Quelli dell'UDC sono sempre stati contrari alle misure di accompagnamento, adesso ce li troviamo come alleati, alleati, e non ci interessano come sindacati, rispettivamente come sinistra. La prima cosa che dovremmo fare, Morosoli parlava che deve fare ordine o deve chiarirsi l'Europa, ma dobbiamo chiarirsi anche noi. Abbiamo la votazione del 23 di novembre e abbiamo l'altra iniziativa per disdire la libera circolazione delle persone. Chiariamo queste cose una volta, sbarazziamo il campo da questi temi e poi potremo andare a trattare con l'Europa. Ma che figura facciamo se andiamo a trattare con l'Europa e poi dopo nel mese di maggio dell'anno prossimo passa l'iniziativa di disdire la libera circolazione delle persone? Tutto quello che abbiamo trattato possiamo buttarlo nel cestino e perdiamo di credibilità. Per cui secondo me i passi devono essere fatti uno dopo l'altro e ricordarsi che nella popolazione svizzera, nella gran parte dei lavoratori c'è un grosso timore, c'è una grossa paura fomentata da arte, da chi vuole fomentare paura nei confronti dell'estero, dei migranti, dell'Europa e quant'altro. E questa paura la sento nelle mie truppe, chiamiamole così, visto che c'è qui un colonnello, la sento nelle mie truppe, non le tiriamo più dietro come le tiravamo dietro nel 2000, nel 2005 e nel 2009. E la prova ne è che nel 2014, quando non è stato possibile dare ancora un piccolo miglioramento alle misure di accompagnamento, tutto si è rotto con tutto quello che ne è scaturito e Mauro Dell'Ambrogio ha avuto anche lui le sue conseguenze. Catericli, allora, quello che ha detto Renzo Ambrosetti ci porta e lo ha detto prima anche René Schwab nel suo intervento, un po' la lettura, restiamo un attimo alla lettura della situazione politica. Allora, c'è l'UDC che gioca la sua partita, che molto chiara da tempo, ci sono i due partiti di centro che sono coesi su questo punto, i due grossi partiti borghesi a sostegno del Consiglio federale, della linea di Ignazio Cassis, e poi c'è il Partito Socialista che effettivamente è la sinistra che è più divisa che in passato su questo tema, cioè siamo una frangia di sinistra più radicale che è sempre stata fondamentalmente un certo tipo di rapporto con l'Unione Europea, ma adesso questo tocca una parte rilevante del Partito Socialista. Da questo punto di vista la situazione è difficile, si può dire che è difficile. Chiaro, era sempre difficile. La nostra relazione con l'Unione Europea era sempre difficile. Adesso queste misure di accompagnamento sono saltate fuori, ma nessuno li vuole cambiare, nessuno. Magari l'UDC voleva una volta, ma il mio partito, PPD, Partito Liberale, il Partito Socialista non vuole cambiare. Adesso sono venute fuori e si fa una grande faccenda, ma
è risolvibile questa situazione. Non vogliamo cambiarle, però l'Unione Europea vuole delle regole chiare e le regole chiare le abbiamo, dobbiamo farle confermare, ma io non sono d'accordo con come diceva il signor Morosoli, dobbiamo aspettare l'Unione Europea in una situazione catastrofica quasi. Pensiamo al 2008-2009 che tutti eravamo a terra, poi l'euro, la situazione di lavoro nell'Unione Europea si è migliorato di molto. L'Europa sarà sempre un continente in evoluzione, un po' vulcanico, l'Europa sarà mai stabile. Anche la Svizzera, se io vedo il Ticino e il Giura o i Grigioni, da noi ci sono delle regioni molto diverse, degli interessi molto diversi, ma adesso con questi contratti bilaterali vogliamo diciamo assicurarli, perché se non facciamo questo contratto quadro salta poi alla fine anche la ricerca. Allora Mauro Dell'Ambrogio non sarà più nel dipartimento, ma se non abbiamo Horizon Europe che comincia 2021 a 2027 e questo sarebbe un danno enorme per la Svizzera. Allora noi dobbiamo continuare a trattare su questo piccolo argomento. Non è che non prendiamo tutta l'Europa, non prendiamo tutti questi giovani difficili in Inghilterra dei quali lei ha parlato, questi libri, io trovo anche in Svizzera questi libri, ma dobbiamo per questo questi 5 bilaterali che sono solo 5 contratti che saranno coperti da questi contratti istituzionali, dobbiamo vedere una soluzione che può stabilire la situazione anche per la nostra borsa, per l'equivalenza della borsa. Se là siamo fuori perdiamo tanti soldi e poi soprattutto perdiamo molto per la piazza finanziaria svizzera, il Ticino, ma soprattutto il mio cantone, Zurigo, sarebbe una cosa catastrofica se non avessimo più l'equivalenza. E lì l'Unione Europea, ok, non è molto gentile, non è simpatico, ma loro possono fare e lo faranno. Io sono contenta che almeno il Consiglio federale adesso è disposto a pagare il contributo di coesione e adesso il Parlamento tratterà. Ho visto gli Stati hanno già trattato, vanno piano, ma comunque io penso se diamo questi 130 milioni all'anno, che è una cifra ridicola, perdiamo di più soldi nella nostra borsa a Zurigo se non abbiamo l'equivalenza. Allora siamo un po' generosi anche noi, perché in fondo non abbiamo mai pagato niente per l'Unione Europea, è tutto gratis. Tutti i 120 bilaterali in fondo sono gratis, quello che paghiamo per la ricerca lo riprendiamo indietro, le nostre università, l'ETH prende più soldi che paghiamo. Allora un po' di generosità anche da parte nostra ci vuole per avere una buona amicizia. Sergio Borisoli, c'è una pancia di questo paese, misureremo sicuramente nelle prossime votazioni popolari, che è fortemente contraria ad un rapporto, magari anche in modo un po' poco coordinato, magari a volte può sembrare anche un po' confuso, alla relazione con l'Unione Europea. Se stiamo al passato rimaniamo ai voti sui bilaterali che sono molto chiari, poi rimaniamo al febbraio del 2014 dove di pochissimo era uscito un voto contrario, non nei confronti dell'Unione Europea direttamente, però certo di un nostro approccio con l'estero più in generale. Allora, dal punto di vista del fronte del no, di quelli che dicono no a questa politica, non è come dire, troppo facile cavalcare e magari anche troppo rischioso in prospettiva cavalcare questa linea dicendo aspettiamo che Europa uscirà, immaginando che probabilmente l'Europa che potrebbe uscire dalle urne sia un'Europa ancora più confusa, ancora più restia a fare delle trattative o delle concessioni, e rimaniamo in una situazione di limbo che non necessariamente ci può favorire, a meno che scommettiamo sul
sulla confusione generale, e riteniamo che come Svizzera nella confusione generale siamo più bravi di tutti. Sì, io penso che tra le poche certezze che ci sono è che l'esito delle votazioni l'anno prossimo a livello europeo creerà un'Europa ancora più confusa di quella che è oggi, molto probabile. Per questa ragione quell'Europa probabilmente farà anche di tutto, chi sarà eletto, anche per non necessariamente riconoscere quello che nel frattempo si sarà concluso, perché funziona così di fatti. Poi dopo abbiamo sentito oggi dall'eccellente intervento del professor Zwok quanti neologismi e quanta neolingua ci sono dentro in questi accordi per cercare di farceli digerire. George Orwell, cioè neolingua per far passare delle cose che dette col nome giusto non passerebbero mai. Quindi questa è una premessa assurda di negoziazione, stare in ballo per concludere questo. La negoziazione, e io sono riconoscente a Ignazio Cassi, il nostro consigliere federale, deve essere perpetuata in continuo, deve essere perseguita, destinare tutti i mezzi e continuare a negoziare, ma in questo tempo guardiamoci bene da concludere qualcosa di affrettato. Perché? Perché stiamo negoziando con un padrone di un condominio, un contratto di affitto dove il padrone del condominio è in bancarotta, non sappiamo chi c'è nel condominio, con chi ha già sottoaffittato gli appartamenti che ci sono disponibili, in un caos totale. Non è più l'Europa che abbiamo in mente, è cambiata radicalmente. Il ceto medio europeo, potete informarvi nelle statistiche, è stato assolutamente saltato e distrutto. Sono più di 300 milioni di persone, non sono alcuni ricercatori, sono 300 milioni di persone che sono stati tagliati fuori dai processi decisionali, che non si riconoscono o non si riconoscono più nei partiti, nei governi, nei rappresentanti che avevano. È un mondo in subbuglio questo, per ora democraticamente, per fortuna. La Svizzera non è così, perché abbiamo un sistema nostro più o meno di pesi e contrappesi che ci permette di non finire in questo modo. Ma guardate che l'Europa esporta posti di lavoro e know-how in Asia, importa concorrenza da quei paesi. La bilancia dei pagamenti non è solo quella Svizzera-EU, guardiamo l'Europa cosa gli sta accadendo, sta esportando posti di lavoro in Asia e importa concorrenza da quei paesi. Esporta aiuti verso il sud inefficaci, 300 miliardi spesi negli ultimi 15 anni, niente con quelle popolazioni che stanno sfondando l'Europa da sud. Importiamo disperati, gente che ha bisogno, stiamo africanizzando l'Europa. L'Islam non è un temuccio, è un temone, quindi verso sud siamo bloccati perché esportiamo malamente gli aiuti e non abbiamo il ritorno che ci aspettiamo. Da sud importiamo situazioni molto problematiche, è il problema del continente. A est esportiamo lavoro, importiamo concorrenza. A ovest cosa facciamo? Esportiamo cervelli, esportiamo capitali e importiamo dazi e protezionismi. Siamo bloccati come Europa. Noi andiamo a negoziare con un continente in queste condizioni, un continente con conti disastrosi, un continente con politiche settoriali dispersive e costose, con un'efficienza e un'efficacia ridistributiva distrutta. Andiamo a parlare con partiti politici che non rappresentano più nessuno, con una statalizzazione continua, perché impera lo statalismo dell'Unione Europea e dei loro singoli stati. Andiamo a parlare con un'Europa con un welfare state esplosivo che non sa dare risposte, è insostenibile finanziariamente. Questi sono i parametri che abbiamo quando andiamo a negoziare chi c'è dall'altra parte. Non è l'Europa che va bene, che è ricca, che cresce, è questa l'Europa. Per cui io penso che la mia conclusione è continuare a negoziare, ma la conclusione è semplice, signora, non è il suo bel mondo che ha descritto prima, di Zurigo, perché la borsa perde più soldi non con gli accordi sbagliati, ma con le speculazioni, prima cosa. I colossi che determinano la finanza conducono anche l'Europa e sono quelli che giocano in borsa, quindi magari è lì che bisogna andare a regolare qualcosa. Dal punto di vista negli approcci politici, la conclusione è semplice. La Svizzera ha sempre vinto quando è stata in grado di gestire il tempo delle negoziazioni e non farseli dettare dagli altri. Quando ha avuto una linea chiara di non mai smettere a negoziare, perché non l'ha mai fatto, e sarebbe peccato farlo adesso, e quindi andare a capire cosa succede. Non saranno i prossimi 6 mesi o i 7 mesi che cambieranno il destino della Svizzera, perché se fosse così già dal 92, dopo lo spazio economico, saremmo già tutti in ginocchio, perché l'economia sarebbe stata distrutta, invece stiamo meglio di quello che poteva essere. Ci restano pochi minuti alla tavola rotonda, poi abbiamo l'intervento di Ignazio Cassis. Mauro Dell'Ambrogio, ragionando molto rapidamente sulla questione della comunicazione in questo paese rispetto alla tematica, a relazioni con l'Unione Europea.
diciamo, quando si parla tra le cosiddette elite c'è un fortissimo consenso. Poi quando si va a livello di popolazione questo consenso cambia, evidentemente diminuisce. Vuol dire in sostanza che le elite, se vogliamo chiamarle così per semplificare, non sono in grado di comunicare questi concetti alla gran parte della popolazione, o che è più facile farlo, diciamo, da una posizione di critica con argomenti semplici che diventano però più ficcanti in questa fase? Ma sono d'accordo che il grosso problema non è tanto l'accordo, ma non sa mai di farlo passare poi davanti al popolo. Questo l'abbiamo capito tutti, c'è un problema negoziale, ma c'è soprattutto un problema politico e di comunicazione interno. A sentire Morisoli sarebbe che la soluzione sarebbe quella di prendere la Svizzera e portarla nel Pacifico e farne un'isola lontana da questo continente corrotto, perché ci può solo rovinare. Cioè, mi sembra un approccio. È vero che oggi anche nei Paesi membri il modo per vincere un'elezione è dar tutta la colpa all'Europa. Siamo in questo clima, però che adesso noi si debba considerare questo uno scenario irreversibile. Stanno succedendo cose in nome del sovranismo che fanno accapponare la pelle. Quando vedo in un paese vicino che uno dice sono cittadino e quindi ho il diritto di farmi mantenere dallo Stato, quello illegale, quindi lavora come uno schiavo a raccogliere i pomodori, no? Ecco, questo è, non so se questo è il futuro di un'Europa che vuole difendersi dall'immigrazione illegale e che vuole in qualche modo elaborare un modello alternativo a quello che abbiamo conosciuto. È vero che ci sono i perdenti della globalizzazione, è vero, se guardiamo su una scala globale probabilmente sono più i vincenti. E anche se andiamo a guardare i paesi oggi cosiddetti in crisi, andiamo a vedere come stavano i poveri in Grecia 20 anni fa o 30 anni fa, probabilmente oggi, nonostante tutto quello che hanno subito, stanno meglio. Cioè, queste sono poi valutazioni da fare sulla pancia di chi vota, ma io non credo che sia demonizzando in questo momento l'Europa e vedendola il più pessimisticamente possibile per ritrovare nella nostra totale autonomia e sovranità alla fine la soluzione come l'abbiamo trovato durante le guerre, eccetera. Probabilmente nessuno sa cosa arriva in futuro. La discussione adesso se conviene trovare un accordo, conviene aspettare, anche Ambrosetti ha detto cominciamo a sapere prima cosa vogliamo noi, vediamo come va la votazione, ma lo sappiamo com'è la politica in Svizzera, ogni volta le stesse votazioni si ripresentano, non avremo mai dipende, se al momento che l'Europa va male, l'euro va giù eccetera, di pancia il 20-30% vota contro qualunque ipotesi di accordo con l'Europa, se è un momento un po' felice probabilmente vota diversamente, sarà sempre congiunturale l'opinione pubblica in questo senso, sperare di risolvere una volta per tutte la nostra volontà e poi andare a negoziare mi sembra un po' irréal. Greta, je vous donne la parole pour conclure notre table ronde sur le devenir des relations entre la Suisse et l'Union européenne. On pourrait en discuter pour des semaines. C'est surtout la position de M. Morisoli qui me fait demander la parole pour quelques dernières remarques. L'espoir que l'Union Europe va mourir, cet espoir n'est pour rien, parce que l'Union européenne ne peut pas mourir. Ce qui doit se faire, c'est la politique qui doit donner un cadre à l'économie pour éviter les choses qui sont à critiquer économiquement, surtout des éléments qui viennent de la globalisation qu'on peut observer partout, mais que l'Europe ressent d'une manière plus dure. Et d'ailleurs, c'est la même chose qui s'est fait en Suisse. En Suisse, on a quand le libéralisme économique industriel allait trop loin, on a trouvé des mesures pour donner un cadre politique à ce qui n'allait pas pour la cohésion de la société. C'est pour ça que je dis que nous sommes des spécialistes depuis longtemps. Le républicanisme comme mouvement ne peut pas être stoppé. Ce n'était pas possible à la Révolution française et ce n'est pas possible aujourd'hui. Il y a quelque chose dans l'homme et la femme qui veut la liberté et qui cherche des chemins pour le réaliser.
Ceux qui considèrent l'Union européenne comme un simple projet économique où on peut aller chercher de l'argent, comme, bon, ne parlons pas des Britanniques, ils étaient un membre, c'était ou c'est toujours un membre fort, mais plusieurs pays de l'Europe centrale et plutôt orientale ont un peu cette mentalité. D'ailleurs, on ne peut pas leur rapprocher ça parce qu'après 70 années de soviétisme et d'être occupés, il faut les prendre comme ils sont. Mais il y a un peu cette mentalité. Mais ils ne vont pas arriver à détruire l'Union européenne par cette mentalité. Parce que c'est un procès qui peut avoir des backlash, mais c'est un procès qui va continuer. Et surtout, ceux qui ont compris l'élément de sauvegarde de la paix de cette Union européenne, c'est-à-dire les Français et les Allemands, surtout les Français et les Allemands, les Suisses d'ailleurs pourraient aussi le voir, mais le voient un peu moins, la France et l'Allemagne ne vont pas lâcher ce projet. Sûrement, ils ne peuvent pas lâcher ce projet. Donc, je ne peux pas partager la vue de... Bon, c'était dit par plusieurs. Je comprends la position des syndicats aujourd'hui à court terme, mais je suis sûre que la position qui était plutôt avancée par M. Morisoli, elle ne tient pas, je m'excuse. Allora, grazie Greteller, grazie ai partecipanti di questo dibattito. Come dicevo prima, potrebbe andare avanti, poi continuerà, perché non è solo qui che si discute di questo tema. Per fortuna nel nostro paese se ne parla tanto, il tema è centrale, credo che anche per la classe politica, credo che anche per il Consiglio federale, sentire che nel paese si discute con passione su questa tematica sia una cosa che faccia bene allo spirito del nostro paese. Guardo, vedi Opini, gli do la parola molto volentieri.